Nous sommes dans un flou artistique. C'est-à-dire que la Constitution aujourd'hui ne sait pas nous dire quelle est la durée réelle du mandat d'un président de la République. Ah bon? Tout à fait. Alors, les 2 mandats de 5 ans, ça vous dit quelque chose? Le 2 mandats de 5 ans, il n'y a jamais eu 2 mandats de 5 ans dans ces pays. Nous avons eu un mandat de 5 ans et notre mandat de 7 ans. Oh. De 2011 à 2018, mais c'est 7 ans. Ah oui. 2011 mais en 2018, vertu, voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes responsables. C'est-à-dire que... Non, il y a eu glissement justement. Mais les glissements apportés, s'il vous plaît, les glissements a amené le mandat de 5 ans à 7 ans. C'est-à-dire que nous avons eu un premier mandat de Joseph Kabila qui était de 5 ans. C'est-à-dire de 2006 à 2011. Arrivé en 2011, nous n'avons pas organisé les élections en 2016. Nous sommes allés en 2018. Donc les mandats qui devaient avoir, puisque vous me direz, les 2 ans ont été un glissement. Les 2 ans n'étaient pas constitutionnels. Les 2 ans n'étaient pas constitutionnels. Mais si les 2 ans n'ont pas été constitutionnels. Il y a eu consensus pour justement... Voilà ce que je suis en train de dire. Alors, je suis en train de dire ceci. Les consensus dont question ici, ok, a facilité les glissements. Et par conséquent, le glissement a violé la Constitution de la République. Et cette violation a créé un précédent. C'est-à-dire que tout celui qui accède au pouvoir aujourd'hui, prenons moi, je remplace, parce que vous savez, lorsqu'on est un parti politique... Le précédent auquel vous faites allusion, on peut dire c'est la jurisprudence, c'est ce qui a inspiré Tshisekedi. Mais ça va... Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et ce que je ne voudrais pas dire. C'est une jurisprudence. Je suis en train de répondre à une question. Lorsque nombreux pensent que Tshisekedi a besoin de modifier la Constitution de la République pour se maintenir le plus longtemps au pouvoir, j'ai dit c'est faux. Parce que Tshisekedi n'aura qu'à se servir soit de ce mandat, de ce glissement-là, pour se maintenir au pouvoir. Ce qui est tout à fait logique parce qu'il y a une jurisprudence qui existe. Et au-delà de ça, de manière indéfinie même, l'arrêt de la Cour constitutionnelle de 2015 déclarant que le président de la République restait en place jusqu'à l'organisation des élections, parce que les conditions pour qu'il y ait élection ou pas du tout, c'est nous qui le contrôlons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se réveiller avec un Fouamba. J'ai dit, on lui fait dire des choses, on dit, Fouamba, allez-y, faites des déclarations pour dire que nous n'avons pas de l'argent. Ce n'est pas vous qui avez le contrôle plutôt du trésor public. C'est-à-dire que nous pouvons le faire dire à qui nous voulons. Alors, pour éviter... Vous aviez aussi posé la question de l'opportunité. Mais l'opportunité là, parce que nous sommes arrivés fin mandat et que l'UDPS doit quitter le pouvoir, laisser la Constitution dans les conditions pour que personne ou nul ne prétexte vouloir profiter de ces brèches qui existent déjà dans la Constitution de la République, qui prétendument protégées par l'article 220 et qui pourraient être exploitées par tout celui qui serait avide du pouvoir. Vous entendez, Maître Pinda est en difficulté d'expliquer le pourquoi de l'intérêt du changement de la Constitution. Il faut qu'ils soient en mesure de nous dire, voilà, si on change la Constitution, voilà les éléments qui changent automatiquement. Voilà le vécu de la population, comment elle s'améliore. Voilà l'intégrité territoriale, comment elle est refaite, parce que nous avons changé la Constitution. Et il a dit qu'il y a nécessité de changer la forme de l'État, le type de régime politique. Oui, mais on fait ça pourquoi? Quel est l'impact, quelle est l'implication directe sur les vécus quotidiens de la population? La réponse est claire, c'est qu'il n'y en a pas. C'est pourquoi ils ont du mal à trouver des arguments. Vous avez entendu Maître Pinda s'apaisantir sur le fait qu'en 2016, nous avions tous, là ils nous mettent tous dans le même paquet, violé la Constitution en acceptant un glissement de 2 années. Mais je voudrais rappeler à Maître Pinda qu'ils ont fourni 2 premiers ministres pendant cette période. Ils ont co-géré la République. Ça n'exclut pas que nous ayons violé. Ils sont responsables, ils seraient donc plus responsables que nous. Parce qu'ils auraient refusé d'envoyer des premiers ministres, on aurait pu trouver une solution alternative à cette co-gestion des 2 ans qui nous a pris. Mais qu'est-ce que nous avons priorisé? Nous avons priorisé l'existence et alors, l'existence de la République. Nous avons dit, voilà, nous pouvons nous dépasser. M. Kabila peut rester là. Le pays va continuer d'exister pour qu'en 2018, nous ayons des bonnes élections. Malheureusement, nous avons eu des élections qui ont été sabordées. Je voudrais poser la question à Maître Pinda. Qu'est-ce que ça nous a apporté, la révision constitutionnelle en 2011? Je le rappelle, et ça me peine d'être en face des amis de l'UDPS qui sont battus à notre côté, qui sont battus avec la population pour le respect de la Constitution, qui soient aujourd'hui les fossoyeurs de cette Constitution. À un moment donné, ça nous peine.
Je voudrais bien que Maître Pinda me dise qu'est-ce que nous avons gagné en 2011 avec cette révision de la Constitution. Nous n'avons rien gagné. La raison en 2011, c'était que les élections coûtaient extrêmement cher, qu'il fallait réduire à un tour pour permettre à ce que la République fasse des économies. En 2011, les élections ont coûté entre 600 et 800 millions de dollars. En 2023, le simulacre d'élection a coûté 1,3 milliard de dollars. 1,4, vous dites. Et encore que ce n'est pas fini parce que aujourd'hui il y a des élections qui continuent dans le Maïndombe, si je ne m'abuse, et dans une autre région du côté de l'Équateur. Donc les coûts des élections vont encore augmenter. Donc on n'a pas résolu un problème. Cette révision de 2011 n'a pas aidé la population, n'a pas aidé la République à aller de l'avant. Dieudonné Mouchagaloussa, en 2025 prochain, Tshisekedi va mettre sur pied une commission qui devra justement statuer sur cette question de changement ou de révision de la Constitution. La société civile sera sans nul doute conviée à ces travaux. Est-ce que vous y prendrez part, si jamais on vous invite? Oui, merci beaucoup Moses. Je voudrais saluer une fois de plus les éléments de Richard Pinda que je connais très bien et je connais tous les communicateurs de l'IDPS. Lorsqu'on les déploie, lorsqu'on déploie quelqu'un comme Kabasele, que je connais bien, que j'en profite pour saluer, il faut effectivement savoir que l'IDPS est visiblement, il fut vos compagnons de lutte lorsque vous militiez dans les actions sur des terrains. Et évidemment, lorsque les actions convergent pour le bien de la population, il est toujours possible de se rencontrer. Donc, ce qui est intéressant dans cette émission, Moses, je ne sais pas si vous l'avez bien retenu, comme moi, et les téléspectateurs et les auditeurs ont finalement compris les mobiles du changement de la Constitution. Et Maître Richard vient de le dire, il s'agit de la question liée au glissement au mandat. Puisque toute la communication se trouve dans les détails. On comprend donc désormais, et ce qui est effectivement notre inquiétude, que le chef de l'État, comme on parle, qu'il ne s'agit pas du troisième mandat, mais il s'agit de la manière, puisqu'il tire ça comme référence, il parle déjà qu'il y a une jurisprudence. Ouais. Donc, et ils vont trouver une manière de passer effectivement par les changements de cette constitution pour briser, pour couper le deuxième mandat, et finalement, au lieu de parler du troisième mandat, on parlera du premier mandat du septennat. Et donc, voilà où se trouve le piège. Et je suis très ravi que Richard... Tshisekedi l'avait dit, le président de la République. Il avait dit, nul n'est son intention de faire un troisième mandat. Effectivement, ça ne sera pas un troisième mandat, ça sera un premier mandat de la 4e République. Et comme il s'agissera du premier mandat de la 4e République, et donc on va prendre les 10 ans qu'il aura consommé ou les 7 ans, parce qu'avec cette approche, probablement que les élections n'auront pas lieu en 2028. C'est clair et net que si on va dans ce chemin du changement de la Constitution, les élections n'auront pas lieu en 2028. Ça, je confirme et c'est ce qui sera vrai. Et donc, il fera un premier mandat, ce qui va accumuler le nombre d'années au lieu de 10 ans. Donc, on va passer au-delà des 10 ans. Et lui-même vient de le dire. Donc, vous avez compris et j'en vous félicite pour l'avoir fait tirer ça dans... Donc, on comprend désormais les mobiles que c'est ça, effectivement, la question des mandats. Et donc, et nous, comme acteurs de la société civile, nous nous inquiétons beaucoup plus. Yves l'a bien dit. Est-ce que c'est le moment où le pays est en partition, entre guillemets, où il y a une partie qui échappe au contrôle du gouvernement central? Pour nous, acteurs de la société civile, nous pensons que la première mission serait que les chefs de l'État puissent réunir tous les Congolais pour réfléchir comment mettre fin à la guerre. Puisque c'est ça d'abord la priorité des priorités. Il n'y a aucun Congolais, nous sommes comme les doigts sur une main. Donc lorsqu'un doigt est affecté, tous les autres sont concernés. Est-ce que c'est le moment, mes chers frères et sœurs, mon frère maître que je respecte beaucoup, et vous le savez bien, mon collègue Yves ici, est-ce que c'est le moment de créer un débat qui va diviser la nation? Un débat au lieu d'unir les forces que nous avons, les ressources humaines que nous avons, autour d'un idéal, autour de la stabilité, autour de la restauration de l'intégrité territoriale, mais on va jeter dans l'opinion un débat qui va diviser. Non, mais est-ce que les explications données par le président de la République et son parti l'UDPS ne vous convainquent toujours pas? Non, ils ont soulevé notamment les lacunes que recèle cette constitution. Non, j'aimerais laisser tout le reste des montants à Maître Richard, pour qu'au lieu de nous donner des appréhensions, qui nous donnent des éléments clairs, quels sont
quel est le mal, si je peux dire ainsi, ou quels sont les éléments néfastes, quels sont les dégâts que cette constitution a déjà causés à la République. Qu'on nous donne un seul élément ou deux éléments. Pour dire non, nous voulons changer cette constitution parce qu'elle n'a pas permis au chef de l'État de faire 1, 2, 3, 4. Nous voulons changer cette constitution parce qu'elle a causé plus du mal à l'ensemble de la population congolaise que du bien. Nous voulons changer cette constitution parce qu'il y a 1, 2, 3 qu'on observe. Il n'y en a pas. Comment vous comptez faire face à cette opposition qui promet déjà des actions de grande envergure pour vous empêcher à atteindre votre objectif? Je le dis ici, Fayoulou et Katumbi étaient à Jamval pour peaufiner leur stratégie. Qui vous inspire déjà aussi ces rapprochements entre Fayoulou? Écoutez, je vous ai dit à l'entame de mon propos ici, nous sommes d'ailleurs parmi les différents éléments évoqués par mon aîné Moucha Galoucha, pour qui j'ai beaucoup de respect, ça il le sait. Il a dit que le pouvoir ou l'organisation du pouvoir avait parmi les tant des objectifs qu'il a cités, c'est de faire perpétrer la démocratie. Et donc que Moïse Katumbi et Martin Fayoulou se retrouvent pour dire non à la Constitution, mais nous nous en réjouissons, parce que au moins ils sont dans l'exercice de la démocratie. Ils sont libres de se regrouper, libres de faire entendre leur voix, libres de le faire comme le fait mon ami Yves Bachoko ici, dire non au changement de la Constitution. Et donc nous de notre côté, nous sommes aussi libres, puisque nous sommes dans une démocratie. Eh ben, nous allons continuer à demander à l'opinion, à la population de nous rejoindre dans cette optique que nous avons levée tendant à changer la Constitution. Et au finish, la population va nous départager. Donc évidemment, nous sommes dans cet exercice-là et nous les encourageons à prendre part actif à cet exercice de faire perpétrer la démocratie, parce que nous sommes dans une démocratie. Et visiblement, il y a un mauvais présage. C'est-à-dire un mauvais présage. Une confrontation. Une confrontation. Entre... Une confrontation des idées. Nous sommes dans cette logique-là. C'est ce que nous faisons ici. Vous vous attendez... Pas forcément vous attendez... Excusez-moi. Bah oui. Excusez-moi. Vous vous attendez à quel type de confrontation? Parce que nous nous confrontons ici. Nous avons les ténors du changement que je représente, et vous avez les ténors du non-changement, et ainsi de suite. Nous sommes dans un exercice de démocratie. Oui, rapidement, la parole doit tourner. Vous rappellerez, vous souvenez quand même vous souvenez tout de même des vies fauchées à l'époque de Joseph Kabila à cause de cette même constitution. Non, attention. Les vies fauchées ne l'ont pas été à cause de cette constitution. Ils n'ont pas dit non au changement de constitution, mais ils ont dit il faut organiser les élections dans le délai. C'est-à-dire que lorsque vous faites allusion ici à Ilunga, aidez-moi, cher aîné de la société civile. Vous parlez de Rossi Mukendi, ainsi de suite. Ils sont sortis dans la rue pour dire que les élections soient organisées en 2016. Merci. Ils sont morts, pourquoi? Parce que ils ont compris, avec nous ensemble, nous nous sommes retrouvés dehors pour dire que non, les élections doivent être organisées, puisque à ce moment-là, il n'y avait pas de velléité de changement de constitution, il y avait plutôt des velléités de glissement. Mais ils exigeaient le respect de la constitution. Le respect de la constitution. Ouais. Mais voilà, vous dites le respect de la constitution, immédiatement après, nous avons marché sur leur mémoire. Merci, Maître Mpinda. S'il vous plaît, laissez-moi glisser. Je vous redonne la parole. Non, vous avez eu plus de temps. Donnez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes, je glisse carrément. J'ai dit, après qu'ils se soient retrouvés dans la rue, pour dire non au changement de la Constitution, pour dire non au glissement, mais nous y avons consenti. C'est-à-dire que ici, Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, avons tous, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il s'agissait du consensus qui avait été trouvé. Le consensus a été trouvé et le glissement a eu lieu en violation de l'article 220 de la Constitution. Merci, maître. Pour qu'aujourd'hui l'on prétexte autre chose. Et donc, l'opinion retiendra que c'est une manipulation tout simplement qui n'a pas sa raison d'être. Pensez-vous que les Congolais vont encore vous faire confiance, vous de l'opposition, qui à chaque fois vous vous réunissez pour parler d'une même voix, vous finissez cette union finit par la dislocation. À quel moment est-ce que la population a arrêté de nous faire confiance? À quel moment est-ce que le peuple congolais a arrêté de nous faire confiance? Le peuple congolais nous a toujours fait confiance. Nous marchons avec lui. Nous souffrons avec lui les affres de ce régime. Et il sait, le peuple congolais. Le peuple congolais n'est pas indifférent. Vous êtes journaliste.
prenez votre micro, descendez dans les trottoirs, posez la question aux Congolais. Qu'est-ce qu'ils attendent? Je vous ai dit, prenez le risque. Ce même Congolais, il y en a parmi vous, Congolais, il y en a parmi vous, voilà. si vous me permettez, qui s'étarquent d'être des journalistes d'investigation, qui prennent leur avion. Je suis prêt à me décarcasser pour trouver un billet d'avion à qui que celui veut. Qui prenne son micro, qu'il aille à Walikali, qu'il aille à Lubero, qu'il aille aujourd'hui à Butembo, qui pose la question aux jeunes, qui pose la question à la population. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Vous attendez un changement de constitution? Ben, la réponse sera claire, la réponse sera non. Le même Congolais se pose aussi la question, pourquoi vous n'étiez pas unis comme aujourd'hui pendant la campagne pour désigner un candidat commun qui pouvait bien battre Tshisekedi aux échéances électorales de décembre. La course à l'élection présidentielle, je vois que vous parlez de ça. De la présidentielle de décembre. C'est une question, de fait privé, c'est une question individuelle. Partir, pas partir, ensemble ou pas ensemble, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, la République est en danger. Aujourd'hui, il faut sauver la République du danger. C'est comme nous avons appelé la cohésion nationale, c'est-à-dire que toutes les forces vives de la nation, notamment M. Joseph Kabila, M. Moïse Katumbi, la société civile, le président élu commandant du peuple, Martin Fayulu, tout le monde, et éventuellement, si M. Tshisekedi s'est ravisé aujourd'hui, il disait... Voilà, c'est Maître Pinda qui m'a induit en erreur parce que lui, c'est un peu sa spécialité. On va dire, pas de problème. Venez ensemble avec nous autour de la table. Nous allons discuter parce qu'il s'agit du Congo. Ici, ce que nous mettons en jeu, c'est le Congo. Vous voyez là où nous amène. Et moi, comme acteur de la société civile, je ne peux que tirer la sonnette d'alarme pour dire non. Les chemins dans lesquels ou sur lesquels on va nous amener, c'est un chemin périlé. C'est un chemin dangereux et qu'il est important. Ce qui concerne le président de la République, et je suis convaincu qu'il est possible de le faire, d'épuiser dans sa sagesse pour mettre d'abord cette question au frigo pour que ça ne puisse pas briser le pays. Et surtout qu'il faut, je me pose la question, ce qui concerne le président de la République, est-ce qu'ils sont en train de lui montrer pour le moment comment est-ce que son nom est en train d'être charcuté dans l'opinion? Comment est-ce que le respect qu'on avait auprès du président de la République, que nous continuons à avoir, comment est-ce que sa popularité commence à diminuer de plus en plus à cause de cette question-là? Et j'en profite pour faire un petit raccordement de ce que Maître Richard a dit. Là, on rentre ici les questions. Le président de la République a été élu avec 73%, mais de quel chiffre? Le président de la République n'a pas été élu par 10% de la population congolaise. Il ne faut jamais oublier cela. Ce débat est déjà dépassé. C'est déjà dépassé, mais... Est-ce que vous nous trouvez encore ces 10% qui n'ont pas été élus par 10%? Non, on peut Il y a eu combien de participants aux élections? Il y a eu combien de participants aux élections? Non, mais c'était seulement un regard. Merci Dieu de l'homme. C'était un regard pour permettre... Non, Moses, permettez une seconde. En un mot. Pour permettre... Encore un autre élément pour vous satisfaire. Un autre élément pour vous satisfaire. Calmez-vous, Maître Pinda, la parole doit tourner s'il vous plaît. Vous n'allez pas prendre en otage. Vous aviez posé la question. Excusez-moi, donnez-moi 3 secondes. Non, vous n'avez pas la parole. Allez-y, vous chutez rapidement. Oui, je chute. C'est pour permettre aux services, à ceux qui conseillent le président de la République, pour savoir qu'il y a une grande partie de la masse qui n'avait pas participé et qui est encore en ébullition. Et si on essaie d'aller, ça risque de créer encore des choses, des tensions terribles qu'on ne va pas être en mesure de maîtriser dans ce pays. Et donc, il est important que nous avons tiré une sonnette d'alarme, et surtout que, comme nous venons de le dire, est-ce que les chefs de l'État, n'oublions toujours pas, moi je l'ai toujours dit, et j'ai beaucoup de respect, de considération, étant donné qu'il est le fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba, et la famille Tshisekedi Wamulumba n'est pas n'importe quelle famille dans ces pays, c'est une famille, c'est le nom qu'on devrait continuer à enseigner aux générations à venir. Mais si par malheur il va sur ce chemin-là, et donc il va participer à la balkanisation du pays, à la partition, parce que ceux qui sont de ce côté-là ne se prononceront pas. Est-ce qu'on a intérêt de jeter les noms? Vous n'avez plus la parole, maître. Merci. Est-ce qu'on a intérêt de jeter les noms de Tshisekedi dans les pâtures? S'il vous plaît, Dieudonné Mouchagaloussa. Maître Pinda, est-ce qu'on peut dire que Tshisekedi n'a pas encore gagné en avance cette bataille, puisque l'on continue à lui faire, lui mettre bâton dans les roues quant à l'aboutissement de ce projet de changement de la Constitution? Je ne dirais pas qu'il s'agit de mettre des bâtons dans le roue au président Tshisekedi, pour la simple raison que ce qui s'est fait à Jean-Val ou ce qui s'est fait ici sur Kinshasa
n'est qu'un exercice normal. Nous sommes dans ce qu'on appelle une démocratie, et dans la démocratie, les gens se concertent, les gens se soutiennent mutuellement pour défendre une cause donnée. Et donc, dans le cas d'espèce, et ils disent non au changement de constitution, non à la révision de la constitution, ce qui est tout à fait légitime. Ils se préparent, et nous, de notre côté, nous faisons sans arrêt un autre exercice, c'est-à-dire que amener la population, amener l'élite à comprendre l'intérêt, le bien fondé de cette initiative de changement de constitution en vue de réorganiser l'État. Il semblerait qu'il y a déjà une nouvelle constitution déjà mise en place par l'UDPS qui prévoit déjà le type de régime que devra avoir la 4e République. C'est-à-dire, nous passerons de la 3e à la 4e République après que l'on ait changé la Constitution. Ce sera cette fois-là un régime présidentiel où il n'y aura plus de Premier ministre, à ce qui paraît. Déjà, je voudrais... Mais également, le nombre de mandats passera de 5, de quinquennat au septennat. C'est-à-dire 2 mandats de septennat, ce qui fera 14 ans. Écoutez, je voudrais... qu'on se met d'abord d'accord sur un point. L'UDPS n'a pas boutiqué quoi que ce soit pour l'imposer à la population. L'UDPS est en train de réfléchir. Déjà à l'entame, je vous ai rappelé que j'ai été désigné pour faire partie de la commission de réflexion sur l'avant-projet, l'élaboration de l'avant-projet ou la proposition de l'avant-projet de constitution, ce qui voudrait dire que nous réfléchissons sur ce qu'il y a de mieux pour la République. Et donc, à la question de savoir si nous passerons de 5 à 7 ans ou de 5 à 10 ans, écoutez, ça ce sont des réflexions, des propositions que nous pourrions peut-être faire. Eh bien, nous aurons notre monture définitive. Eh bien, on la mettra plutôt, allais-je dire, sur la place publique pour que chacun s'imprègne de ce qu'il y en est. Je veux dire, votre démarche est beaucoup plus caractérisée par une sorte d'ambiguïté, d'autant plus que vous, l'UDPS, vous parlez du changement, au moment où le président de la République lui parle tantôt de la révision de la Constitution. Je rappelle que le président de la République et nous tenons les mêmes discours. À un moment donné, parce que j'avais mal appréhendé la question, je commençais à dire, Monsieur le Président, venez nous rejoindre parce que nous optons pour le changement. En réalité, le changement de constitution n'existe pas ou ne peut être possible. Pour le simple fait, lorsque nous comprenons que la constitution en soi a 2 parties, c'est-à-dire une partie qui parle de droits de l'homme, qui reviennent dans toutes les constitutions du monde, et une autre partie qui consacre l'organisation et le fonctionnement des institutions. En cela, vous pouvez épingler les types de régimes politiques, la forme de l'État, ainsi de suite. Et donc, la question fondamentale, c'est du changement, soit du type du régime politique, soit de la forme de l'État, ainsi de suite. Cette question fait partie de la portion, si on peut dire, ou de la partie qui consacre l'organisation de l'État. L'autre partie, c'est-à-dire de droits de l'homme, reste telle qu'elle. Et donc, si l'on tient les discours du changement comme celui de la modification, en réalité, nous disons la même chose, parce que vous ne modifierez pas la question de l'égalité de tous à l'accès de la justice. C'est un principe fondamental qui est consacré par la partie droits de l'homme et qui restera tel quel. Et donc, l'opinion retiendra que ceux qui parlent du changement de la Constitution ou que ceux qui parlent de la modification de la révision de la Constitution, en réalité, ils disent la même chose parce que nous visons tous ensemble le changement. Ils disent pas la même chose. C'est ce qui, ces contrastes qui aliment, ces contrastes veux-je dire, qui alimentent les débats, parce que l'opposition. Je veux me répéter parce que vous ne m'avez pas suivi. J'ai dit ceci. La Constitution est composée de 2 grandes parties. Il y a une partie qui consacre les droits de l'homme. Je vous ai donné une illustration. J'ai dit, à titre d'exemple, on ne peut pas changer les principes d'accès libre à la justice. On ne peut pas non plus changer les principes de l'égalité de tous. Ce sont les mêmes principes qui reviennent et qui reviendront, qui ont déjà été consacrés par les différentes constitutions de la République et d'ailleurs dans différentes autres constitutions du monde. La partie dans laquelle nous allons beaucoup plus nous apaisantir, ça sera la partie organisationnelle, c'est-à-dire celle qui consacre les types d'État, les régimes politiques. C'est la partie qui parle de l'organisation de l'État. Vous voyez ? Et donc, lorsqu'on parle du changement ou de la révision de la Constitution, c'est cette partie-là
qui êtes beaucoup plus visés. Vous l'avez vous-même dit, vous avez parlé du régime présidentiel, c'est la partie organisationnelle de l'État. Vous avez parlé du mandat, de la durée du mandat d'un président de la République, c'est la partie organisationnelle de l'État. Merci beaucoup, Maître Mpinda. Je vous reviens. Je l'avais annoncé à l'entame de cette émission et que l'on devrait déjà avoir d'autres invités dans ce studio. Dieudonné Mouchagaloussa, il est membre du cadre permanent de concertation de la société civile. Dieudonné Mouchagaloussa, je pense que je vous ai bien présenté. Vous êtes de la société civile, du cadre permanent de concertation de la société civile. Merci beaucoup et je suis très ravi de me retrouver encore sur ce plateau magnifique de la RTGA avec Maître Mpinda. J'en profite pour saluer les nombreux téléspectateurs et auditeurs. Vous l'avez dit, d'ailleurs vous êtes parmi les rares qui prononcent bien ce nom, Mouchagaloussa. Les autres disent Mouchagaloucha. Donc je suis effectivement le coordonnateur national du panel des experts de la société civile. Membre du cadre de concertation nationale de la société civile et pour le moment je suis le porte-parole du consortium des ONG des droits de l'homme en RDC. La société civile, comment elle se présente actuellement face à cette question sur la Constitution, à ce débat sur la Constitution? Elle est une ou bien elle est diverse? Non, elle est toujours une dans l'esprit. Certainement qu'il peut y avoir certaines approches qui divergent, mais en définitive on converge sur un ensemble, surtout qu'on a la motivation, on tire l'essence, les objectifs également, et puis le mobile, l'existence même de la société civile, c'est fait d'être toujours du côté, et d'ailleurs vous le savez que c'est déjà consacré comme une composante de la nation dans tous les pays du monde. C'est le fait d'être toujours du côté de la population, du côté du peuple pour servir non seulement comme contrepoids au pouvoir, pour améliorer les conditions de vie de la population. C'est qu'il faut différencier avec l'antipouvoir. Voilà, d'une manière générale, et la société civile de la RDC ne fait pas exception par rapport au combat, par rapport au mobile, par rapport aux objectifs de cette composante. Donc nous avons toujours été du côté du peuple, nous continuerons à être du côté du peuple, nous continuerons à défendre les faibles, nous continuerons à rappeler les gouvernants, les dirigeants, ce qu'ils doivent faire pour l'intérêt de la population. Évidemment, à côté de ça, nous avons l'obligation d'encourager et de soutenir les dirigeants lorsqu'ils font du bien et de les accompagner dans tout ce qu'on fait, tout simplement parce que nous faisons partie de la nation et nous voulons le bien-être social. Vous soutenez les changements ou la révision de la Constitution, entre les deux concepts, sur lesquels vous appuyez-vous? Je sais très bien que vous êtes déjà informé, puisque les journalistes comme médias font partie des 10 composantes de la société civile, et vous le savez bien, les médias en font partie, je crois, la 6e composante. Et donc, c'est vous qui posez la question, mais je sais que vous savez déjà de quel côté la population bascule. Donc, ni modification, ni changement de la Constitution au regard du contexte actuel. D'ailleurs, vous avez suivi Maître Richard Mpinda, que je connais très bien, qui est dans l'IDPS depuis longtemps. D'ailleurs, je voudrais le rappeler qu'à un moment, je suis en train de vérifier les photos lorsqu'il faisait la marche. J'ai trouvé comment est-ce qu'il était vraiment trop jeune à cette époque. J'ai retrouvé des photos, je crois, de vieux de 10 ans, si je ne m'abuse pas comme ça. Et j'étais très ravi. Et donc, vous avez senti en lui-même, c'est un avocat chevronné, un juriste, un homme cultivé, un intellectuel, un communicateur de tout le temps pour l'IDPS. Mais vous avez suivi lui-même qu'il a les difficultés de pouvoir dire si c'est pour le changement ou la modification ou la révision, si on peut dire ainsi. Et donc, il y a une dichotomie en ce qui concerne, et nous avons décidé de parler d'une manière générale des réformes constitutionnelles, parce que ceux qui soutiennent ça, aujourd'hui, ils sont en difficulté de vous dire s'ils sont pour la révision, ce qui veut dire la modification de certaines dispositions, ou ils sont pour les changements. Et donc, il y a une dichotomie. Si eux-mêmes qui prennent les réformes constitutionnelles, au moment où nous parlons ici, ils ne savent pas s'il faut parler de modifications ou de changements, comment vous voulez que le peuple, que nous puissions soutenir ça? Et donc, il est important, et nous l'avions déjà dit, heureusement pour nous, et notre structure était la première, après le discours du chef de l'État Kisangani, de pouvoir dire qu'il ne s'agit pas de la modification. Il s'agit bien du changement. Ce qui fait que maintenant, l'IDPS et tous ceux qui soutiennent ça, ils sont maintenant en difficulté de pouvoir s'aligner sur un camp. Parce qu'ils savent que du côté des changements,
ce n'est pas opportun. Ils se sont déjà prononcés sur le changement. Oui. Non, ils sont pour les changements. Mettre un pin dans la même chose. Ils sont pour les changements, mais vous comprenez, pour tenter d'atténuer, parce qu'ils savent que les changements c'est difficile, ils vous disent non, c'est la modification parce qu'il y a une partie qu'on va modifier et une partie qu'on ne va pas toucher. Mais dès qu'on touche à la Constitution, dès qu'on décide de la remplacer, ça devient un changement. Quand même un élève de l'école primaire et de l'école maternelle, quand vous lui parlez de modifier et de changer, il y a une grande différence. La modification, c'est-à-dire vous pouvez faire des retouches, et ça j'avais dit, en toute sincérité, en toute honnêteté, s'il s'agissait de la modification, on pouvait trouver une brèche de discussion. On peut tenter de trouver une brèche de discussion, même si cela n'est pas aussi opportun. Mais quand il concerne maintenant les changements, là, c'est fermé. Et donc, le président de la République, pour plusieurs raisons, lorsqu'il a prêté serment devant Dieu et devant la nation, avec cette même constitution, il a dit de respecter et de défendre. Or, quand vous décidez de défendre quelque chose, vous ne pouvez plus jeter cette affaire-là, puisque les changements de la constitution, ça veut dire on prend la constitution actuelle qui est un fruit d'un consensus national, qui contribue à la stabilité de ce pays pour le moment, qui a permis à ce qu'il y ait l'alternance pacifique dans ces pays, qui est le socle de tout ce que nous avons comme fondamentaux sur le plan architectural de la nation, de l'État plutôt, sur la viabilité même de la nation. Et vous prenez cette constitution-là, vous prenez une boîte d'allumettes, vous allumez, vous brûlez, vous jetez dans la poubelle ou vous mettez maintenant dans un incinérateur. Et donc, si je comprends bien, vous, la société civile, vous êtes contre toute initiative tendant à toucher à la Constitution, quand bien même s'il faut la réviser. Oui, nous disons qu'effectivement, s'il s'agissait de la révision ou de la modification de certaines dispositions, il serait possible de pouvoir ouvrir les débats et de pouvoir échanger sur ça pour le compte de la société civile. Mais lorsqu'on parle du changement, on trouve que dans les contextes actuels, non seulement en termes d'opportunités, mais également en termes de fonctionnement de la République, mais également en termes des objectifs poursuivis, il n'y a aucune raison pour pouvoir parler du changement de la Constitution. Surtout que vous savez, 4 éléments que je vais donner. Quel est l'objectif des gens qui dirigent un pays? Quel est l'objectif de ceux à qui on a donné les mandats? L'objectif, c'est de travailler pour le bien-être commun, c'est de travailler pour l'amélioration des conditions de vie de la population, c'est de travailler pour la stabilité du pays, c'est de travailler également pour perpétuer cette culture de la démocratie que nous avons. Or, nous voyons aujourd'hui que les conditions de vie sociale des Congolais sont au bas de l'échelle, on ne peut pas se les cacher. Tous les secteurs basiques, tous les secteurs sociaux, que ce soit l'enseignement, le salaire, les soins de santé et tout ce qui concerne les 4 piliers basiques des systèmes social de la population, rien n'est satisfaisant jusqu'à aujourd'hui. Alors, merci Dieudonné Mushagalusa. Il y a un élément. Mais dans un contexte pareil, avant de pouvoir prendre la parole pour la deuxième fois, dans un contexte pareil, nous étions encore, et vous savez que je suis très à l'aise quand je parle des élections, j'ai alerté, c'est moi qui étais encore le premier à alerter que ce processus va nous coûter plus d'1 milliard de dollars. Et donc on risque d'aller à 1,5 milliard qu'on va dépenser, puisque les élections passées nous ont coûté... D'où tirez-vous des chiffres Je peux le prouver. Le référendum, c'est une élection au même titre que les autres scrutins. Et le référendum exige qu'il y ait plus de participation en termes de pourcentage pour mobiliser la population. Le référendum exige qu'il y ait plus de mobilisation. Et donc, tous les missionnaires, tous les ambassadeurs qui vont être là, la commission que le président de la République va mettre sur place, tous les processus jusqu'à la... Donc, ça va... Non, mais le référendum, il n'y a que le oui et le non. J'espère que vous avez participé au référendum de 2006 lorsque ça s'est passé. Donc, nous avons une idée... Contrairement aux élections traditionnelles qui réunissent plusieurs types... Vous voulez dire référendum de 2005 ? De 2005, oui, de 2005. Merci merci, je vous redonne la parole. Dieudonné Mushagalusa. Et lui, je l'avais également annoncé ici dans cette émission. Yves Badjoko, secrétaire national en charge de la jeunesse de l'ECD de Martin Fayoulou. Yves Badjoko, votre leader, il a pris langue tout récemment avec son collègue. Je parle de Moïse Katumbi,
qui consolident leur union pour faire justement barrage à ces projets de Félix Tshisekedi. Comment comptez-vous réussir dans votre démarche? Merci Moses, bonjour à tout le monde. Avant, je voudrais, comme par habitude macabre, saluer mes compatriotes de Kishiché, mes compatriotes de Rumangabo, mes compatriotes de Lubero, mes compatriotes de Kwamount, de Maïndombe, partout où l'État a été démissionnaire, où le régime de M. Tshisekedi a abandonné la population à son triste sort. Je veux leur dire, ne vous découragez pas, continuez d'avoir cet attachement à la République parce que nous ne vous avons pas oublié, nous continuons de nous battre pour vous. Je voudrais dénoncer une autre chose, c'est que samedi dernier, la milice de l'UDPS a encore sévi en attaquant notre siège, alors que nos paisibles gardiens, nos paisibles jeunes qui gardent le siège étaient dans une quiétude déconcertante. Ils ont été attaqués par la force du progrès. Tout simplement au motif que nous nous opposons à leur velléité de vouloir changer la constitution de la République. C'est risible et c'est extrêmement grave. J'en appelle à l'ancien secrétaire général de l'UDPS, M. Kabouya, de pouvoir retenir ces troupes, parce que si nous nous livrons tous dans cet afflux de violence, je pense que la République ne s'en sortirait pas. Donc je l'appelle à revenir à des bons sentiments pour éviter le pire à la nation. Alors, quels sont les sponsors de Jinval? Vous cherchez encore des sponsors. Mais hier, on avait crié que c'était les multinationales. On a crié à un moment Katumbi, on a crié à un moment ceci, cela. Ce n'est pas ça le plus important, ce qui s'est passé à Genval. Ce qui s'est passé à Genval, c'est la mise en commun. Ce n'est que la suite de ce que nous avons fait ici à la Senco, la mise en commun des ressources pour pouvoir faire cette bataille pour bloquer M. Tshisekedi dans ses velléités de vouloir se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. Nous en avons appelé, c'est la suite de notre appel, nous avons appelé tout le monde à la cohésion nationale parce que la République était en danger, où tout le monde devrait se surpasser, où les uns et les autres devraient s'oublier pour ne mettre en primaire que la République, essayer de défendre la République, mais nous nous rendons compte qu'il y en a qui sont bien dans la droite lignée de Bachar al-Assad, qui, même après 50 années de gouvernance de la famille, a fui comme un rat dans une souris. Nous ne voulons et nous ne souhaitons ça à personne, mais si les uns et les autres veulent s'arc-bouter dans cette ligne, eh bien, ils trouveront le peuple, ils trouveront toutes les forces vives de la nation, opposition, société civile, résistance, qui se mettront ensemble pour barrer la route à ces machiavéliques dessins qui sont en train de peaufiner pour la République. Et comment est-ce qu'on peut penser dans une République où 120 localités sont entre les mains des rebelles, soi-disant, ou alors pire, d'un pays agresseur? Comment est-ce que vous pouvez penser en ce moment-là à réviser la Constitution alors que les priorités sont totalement ailleurs? Moses, imaginez que vous étiez un journaliste en ce moment à Lubero, en ce moment dans le Massissi. Quelle serait votre ambition aujourd'hui? Imaginons que M. Mouchagaloussa, imaginons que mon co-débatteur Mpinda et ses enfants qui se trouvent maintenant là, dans un camp des déplacés suite aux affres de la guerre. Est-ce que vous pensez que s'ils leur passent un coup de fil, leurs enfants vont leur dire « Ah oui, on veut que vous changiez la Constitution ». On va leur dire « Non, nous avons des problèmes de survie. » Les déplacés de guerre qui touchent par jour 200 francs, d'après les rapports de l'ODEP. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est sérieux? Avons-nous trouvé des solutions à ces problèmes pour nous arc-bouter, nous lancer avec des propos bien plus fallacieux encore les uns que les autres, notamment sur l'abandon de notre souveraineté qui consacrerait la balkanisation de la République, qui est un combat, heureusement aujourd'hui, qu'il y a quand même quelques cadres de l'UDPS qui ont le tenant suffisant pour aborder les questions constitutionnelles. On a enlevé ces débats de la bouche de Kabouya, qui était totalement étranger à cette question constitutionnelle. Et maintenant, là, on peut parler. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez un changement? Vous voulez la révision de la Constitution? Mais que dit cette même Constitution? Vous savez, nous nous sommes battus bec et ongle pour dire à nos amis, ne mettez pas l'état de siège et ne servirez à rien. Mais aujourd'hui, nos amis ont mis en place l'état de siège. Article 219 de la Constitution, qu'est-ce qu'il dit? On ne peut pas engager
les changements d'ailleurs, ça n'existe pas. La modification, la révision de la Constitution pendant que nous sommes en état de siège ou en état de guerre. C'est facile parce qu'ils vont dire l'état de siège, ils vont la lever du jour au lendemain pour justifier leur besogne. Mais l'état de guerre, comment est-ce qu'ils font pour lever un état de guerre? Parce que l'état de guerre, ça ne se décrète pas. L'état de guerre, ça se constate. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord. M. Tshisekedi l'a dit sous tous les toits. Il a crié sous tous les bois que c'était le Rwanda qui nous agressait. Nous sommes en état de guerre. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser à des velléités de changement de constitution. Il y a un constitutionnaliste, si vous me permettez de finir, M. Mbata de l'UDPS. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait rien que envisager le changement de la constitution conduirait à une faute de haute trahison. Monsieur Tshisekedi est en plein dedans. Nous allons mettre en place des mécanismes pour le déférer sur cette infraction qui est imprescriptible devant la loi. Je dirais ici autre temps, autre contexte. Les contextes ne sont peut-être plus le même, mais surtout les enjeux politiques. Le contexte... L'UDPS avait défendu cette même constitution qu'elle tient mordicus à changer aujourd'hui. Mais oui, mais il ne faut pas me poser la question, il faut poser la question à Maître Pinda et à M. Tshisekedi, qui avait clairement dit en ce temps-là que le problème de la gouvernance n'était pas un problème de constitution. Pour donner du pain aux populations déplacées, ce n'est pas une question de changement ou de modification de la constitution. Pour donner du travail, pour sécuriser les Congolais, ce n'est pas une question de la constitution. Et pire encore, mieux encore, on va dire, M. Tshisekedi l'a dit à Kalemi, si je ne m'abuse, du moins dans une région de l'ancien Grand Katanga, il a dit, il est conscient que ce n'est pas la modification, le changement de la Constitution qui va résoudre des questions sociales. Il a dit à Kisangani que ce n'était pas une priorité. Pourquoi on passe le temps, pourquoi perdons-nous notre temps à parler de cette question alors qu'il y a des choses plus importantes sur lesquelles nous devons nous présenter? Pensez-vous que les Congolais vont encore vous faire confiance, vous de l'opposition, qui à chaque fois vous vous réunissez pour parler d'une même voix, vous finissez, cette union finit par la dislocation? À quel moment est-ce que la population a arrêté de nous faire confiance? À quel moment est-ce que le peuple congolais a arrêté de nous faire confiance? Le peuple congolais nous a toujours fait confiance. Nous marchons avec lui. Nous souffrons avec lui les affres de ce régime. Et il sait, le peuple congolais. Le peuple congolais n'est pas indifférent. Vous êtes journaliste. Prenez votre micro, descendez dans les trottoirs, posez la question aux Congolais. Qu'est-ce qu'ils attendent? Je vous ai dit, prenez les risques. Il y en a parmi vous, il y en a parmi vous, si vous me permettez, qui s'étartent d'être des journalistes d'investigation, qui prennent leur avion. Je suis prêt à me décarcasser pour trouver un billet d'avion à qui que celui veut. Qui prenne son micro, qu'il aille à Walikali, qu'il aille à Lubero, qu'il aille aujourd'hui à Butembo, qui pose la question aux jeunes, qui pose la question à la population. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Vous attendez un changement de constitution? La réponse sera claire, la réponse sera non. Le même Congolais se pose aussi la question, pourquoi vous n'étiez pas unis comme aujourd'hui pendant la campagne pour désigner un candidat commun qui pouvait bien battre Tshisekedi aux échéances électorales de décembre. La course à l'élection présidentielle, je vois que vous parlez de ça. De la présidentielle de décembre. C'est une question, de fait privé, c'est une question individuelle. Partir, pas partir, ensemble ou pas ensemble, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, la République est en danger. Aujourd'hui, il faut sauver la République du danger. C'est comme nous avons appelé la cohésion nationale, c'est-à-dire que toutes les forces vives de la nation, notamment M. Joseph Kabila, M. Moïse Katumbi, la société civile, le président élu commandant du peuple, Martin Fayulu, tout le monde, et éventuellement, si M. Tshisekedi s'est ravisé aujourd'hui, il disait... Voilà, c'est Maître Pinda qui m'a induit en erreur parce que lui, c'est un peu sa spécialité. On va dire, pas de problème. Venez ensemble avec nous autour de la table. Nous allons discuter parce qu'il s'agit du Congo. Ici, ce que nous mettons en jeu, c'est le Congo. Au centre de tout, c'est le Congo. Ce n'est pas une candidature à une élection présidentielle parce que si demain le Congo disparaît, nous n'aurons plus un endroit pour pouvoir prétendre à devenir président de la République. Maître Pinda, si jamais on passait de 5 à 7 ans de mandat présidentiel, pensez-vous qu'au sein de l'Union sacrée, il y a de ce caïman politique qui accepterait d'accompagner, soit de continuer à être de mouton de Panurge, parce que Tshisekedi fera sans nul doute 14 ans. Il va remplir des fois. À l'Union sacrée, il n'y a pas de mouton de Panurge. Il y a des Congolais libres de s'exprimer, libres d'émettre un point de vue, libres d'agir au terme et au regard
des règles qui nous régissent. Et donc, je me vois en difficulté de pouvoir me prononcer en lieu et place de celui qui prétendrait devenir ou être un mouton de Panurge. Mais je voudrais, avant d'évoluer beaucoup plus, parce qu'il a évoqué tout à l'heure le professeur Mbata, lorsqu'il intervenait pour évoquer cette question de changement ou de haute trahison, ainsi de suite, tout ça. J'ai même mon image qui s'affiche à côté, parce que nous étions ensemble, je le suivais religieusement, je suivais ce qu'il disait. Et je voudrais dire, aujourd'hui, s'ils s'en tiennent à ce que disait le professeur Mbata, la première personne à être poursuivie pour haute trahison, ça sera, alors, à ce moment-là, ça sera Martin Fayulu. Parce que Martin Fayulu, lorsqu'il propose la refonte, j'insiste là-dessus, des institutions, il fait allusion à quoi? Au changement de mode de scrutin, au changement de mode du type de régime politique et de la forme de l'État. Et qui dit changement de forme de l'État, qui dit du type de régime politique, il voudrait tout simplement ici évoquer la question de changement des constitutions. En réalité, ce qui énerve nos amis de l'opposition, l'a évoqué à quel moment? Il faut peut-être rafraîchir la mémoire. Je suis bien d'accord, c'est une question intéressante. Ouais. Vous vous souviendrez, Moïse Katumbi, plutôt Martin Fayulu, lorsqu'il a prétendu parler d'une crise politique, il a fait une proposition de réforme des institutions de la République. Et donc, je voudrais revenir encore lorsqu'on pose à mon ami Yves Badjoko la question de savoir pourquoi les peuples arrêtaient de croire en eux. Il faut se le dire. La population l'a manifesté lors des élections passées ici. La population a donné au président Tshisekedi 73%. Et donc, ce qui voudrait tout simplement dire que la population ne fait plus confiance à cette opposition. Une autre question importante, parce que vous avez semblé donner l'impression que l'UDPS a défendu mordicus la constitution ici présente. Non, je dis, mordicus a changé la constitution. D'abord, vous avez commencé par dire que l'UDPS avait défendu mordicus cette constitution. Non, mordicus, je parle du changement. Pas de la défense. Vous avez évoqué la question du changement. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous avez évoqué cette question-là. Bah ouais. Vous l'aviez évoqué. Je voudrais mettre l'opinion d'accord sur un point. Au départ, l'UDPS a dit non à cette constitution. Et d'ailleurs, j'ai suivi certains éminents professeurs qui ont pris part à l'élaboration de cette constitution. Ils vous disent que dès la conception même de l'avant-projet de cette constitution, il y a eu déjà des divergences. Les gens nombreux ont estimé que cette constitution ne devait pas être soumise au référendum. Après que cette constitution a été soumise au référendum, il y a eu aussi des divergences de vues, il y a eu un certain nombre de gens qui ont dit non. De la même manière que l'UDPS l'a dit en 2005, nous nous sommes retrouvés dans la rue pour dire non à cette constitution qui était amenée par Malou Malou. Qu'est-ce que nous avons voulu soit fait selon la durée, le temps qui avait été défini. Lorsque nous nous sommes retrouvés en 2015 pour dire non au troisième mandat de Kabila, c'était pour exiger que la constitution soit respectée, c'est-à-dire que nous puissions organiser les élections dans le délai, c'est-à-dire en 2016. Malheureusement, nous, UDPS, Martin Fayulu, je crois à l'époque, il n'avait pas encore décidé, ou décidé était encore là déjà, je crois. La société civile, nous tous ensemble, et le pouvoir en place, nous avons cautionné que Kabila glisse. C'est-à-dire de 2011 à 2018, c'est-à-dire que nous avons porté un coup fatal à l'article 220 de la Constitution qui avait déjà préalablement défini la durée du mandat d'un président de la République. Et donc aujourd'hui, je ne voudrais pas anticiper cette question, mais je veux revenir lorsque les amis vont prétexter, parce que ici nous sommes dans un flou artistique. C'est-à-dire que la Constitution aujourd'hui ne sait pas nous dire quelle est la durée réelle du mandat d'un président de la République. Ah bon? Tout à fait. Alors, les deux mandats de 5 ans, ça vous dit quelque chose? Les deux mandats de 5 ans, il n'y a jamais eu deux mandats de 5 ans dans ces pays. Nous avons eu un mandat de 5 ans et un autre mandat de 7 ans. Oh. De 2011 à 2018, mais c'est 7 ans. Ah oui. 2011 mais en 2018, vertu, voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes responsables. C'est-à-dire que... Non, il y a eu glissement justement. Mais les glissements apportés, s'il vous plaît. Les glissements a amené le mandat de 5 ans à 7 ans. C'est-à-dire que nous avons eu un premier mandat de Joseph Kabila qui était de 5 ans. C'est-à-dire de 2006 à 2011. Arrivé en 2011,
Nous n'avons pas organisé les élections en 2016. Nous sommes allés en 2018. Donc, les mandats qui devaient avoir... Puisque vous me direz, les 2 ans ont été un glissement. Les 2 ans n'étaient pas constitutionnels. Les 2 ans n'étaient pas constitutionnels. Mais si les 2 ans n'ont pas été constitutionnels... Il y a eu consensus pour justement... Voilà ce que je suis en train de dire. Alors, je suis en train de dire ceci. Les consensus dont question ici, ok, a facilité les glissements. Et par conséquent, le glissement a violé la constitution de la République. Et cette violation a créé un précédent. C'est-à-dire que tout celui qui accède au pouvoir aujourd'hui, prenons moi, je remplace, parce que vous savez, lorsqu'on est un parti politique... Le précédent auquel vous faites allusion, on peut dire c'est la jurisprudence, c'est ce qui a inspiré Tshisekedi. Mais ça va... Non, non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et ce que je ne voudrais pas dire. C'est une jurisprudence. Je suis en train de répondre à une question. Lorsque nombreux pensent que Tshisekedi a besoin de modifier la constitution de la République pour se maintenir le plus longtemps au pouvoir, j'ai dit c'est faux. Parce que Tshisekedi n'aura qu'à se servir soit de ce mandat, de ce glissement-là, pour se maintenir au pouvoir. Ce qui est tout à fait logique parce qu'il y a une jurisprudence qui existe. Et au-delà de ça, de manière indéfinie même, l'arrêt de la Cour constitutionnelle de 2015, déclarant que le président de la République restait en place jusqu'à l'organisation des élections, parce que les conditions pour qu'il y ait élection ou pas du tout, c'est nous qui le contrôlons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se réveiller avec un Fouamba. J'ai dit, on lui fait dire des choses, on dit, Fouamba, allez-y, faites des déclarations pour dire que nous n'avons pas de l'argent. Ce n'est pas vous qui avez le contrôle plutôt du trésor public. C'est-à-dire que nous pouvons le faire dire à qui nous voulons. Alors, pour éviter... Vous aviez aussi posé la question de l'opportunité. Mais l'opportunité, là, parce que nous sommes arrivés fin mandat et que l'UDPS doit quitter le pouvoir, laisser la Constitution dans les conditions pour que personne ou nul ne prétexte vouloir profiter de ces brèches qui existent déjà dans la Constitution de la République, qui prétendument protégées par l'article 220 et qui pourraient être exploitées par tout celui qui serait avide du pouvoir. Alors, comment vous comptez faire face à cette opposition qui promet déjà des actions de grande envergure pour vous empêcher à atteindre votre objectif? Je le dis ici, Fayoulou et Katumbi étaient à Janval pour peaufiner leur stratégie. Qui vous inspire déjà aussi ces rapprochements entre Fayoulou Écoutez, je vous ai dit à l'entame de mon propos ici, nous sommes d'ailleurs parmi les différents éléments évoqués par mon aîné Moucha Galoucha, pour qui j'ai beaucoup de respect, ça il le sait. Il a dit que le pouvoir ou l'organisation du pouvoir avait parmi les tant des objectifs qu'il a cités, c'est de faire perpétrer la démocratie. Et donc que Moïse Katumbi et Martin Fayoulou se retrouvent pour dire non à la Constitution, mais nous nous en réjouissons. Parce qu'au moins, ils sont dans l'exercice de la démocratie. Ils sont libres de se regrouper, libres de faire entendre leur voix, libres de le faire comme le fait mon ami Yves Bachoko ici, dire non au changement de la Constitution. Et donc, nous, de notre côté, nous sommes aussi libres, puisque nous sommes dans une démocratie, eh ben, nous allons continuer à demander à l'opinion, à la population de nous rejoindre dans cette optique que nous avons levée tendant à changer la Constitution. Et au finish, la population va nous départager. Donc, évidemment, nous sommes dans cet exercice-là et nous les encourageons à prendre part actif à cet exercice de faire perpétrer la démocratie parce que nous sommes dans une démocratie. Et visiblement, il y a un mauvais présage. C'est-à-dire un mauvais présage. Une confrontation. Une confrontation. Entre... Une confrontation des idées. Nous sommes dans cette logique-là. C'est ce que nous faisons ici. Vous vous attendez... Pas forcément vous attendez... Excusez-moi. Bah oui. Excusez-moi. Vous vous attendez à quel type de confrontation? Parce que nous nous confrontons ici. Nous avons les ténors du changement que je représente, et vous avez les ténors du non-changement, et ainsi de suite. Nous sommes dans un exercice de démocratie. Oui, rapidement, la parole doit tourner. Vous rappellerez, vous souvenez quand même vous souvenez tout de même des vies fauchées à l'époque de Joseph Kabila à cause de cette même constitution. Non, attention. Les vies fauchées ne l'ont pas été à cause de cette constitution. Ils n'ont pas dit non au changement de constitution, mais ils ont dit il faut organiser les élections dans le délai. C'est-à-dire que lorsque vous faites allusion ici à Ilunga, aidez-moi, cher aîné de la société civile. Vous parlez de Rossi Mukendi, ainsi de suite. Ils sont sortis dans la rue pour dire que les élections soient organisées en 2000.
plutôt en 2016. Merci. Ils sont morts. Pourquoi? Parce que ils ont compris, avec nous ensemble, nous nous sommes retrouvés dehors pour dire que non, les élections doivent être organisées, puisque à ce moment-là, il n'y avait pas de velléité de changement de constitution, il y avait plutôt des velléités de glissement. Mais ils exigeaient le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution. Ouais. Mais voilà, vous dites le respect de la Constitution, immédiatement après, nous avons marché sur leur mémoire. Merci, Maître Mpinda. S'il vous plaît, laissez-moi glisser. Je vous redonne la parole. Non, vous avez eu plus de temps. Donnez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes, je glisse carrément. J'ai dit, après qu'ils se soient retrouvés dans la rue, pour dire non au changement de la Constitution, plutôt pour dire non au glissement, mais nous y avons consenti. C'est-à-dire que ici, Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, avons tous, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il s'agissait du consensus qui avait été trouvé. Le consensus a été trouvé et le glissement a eu lieu en violation de l'article 220 de la Constitution. Merci, maître. Pour qu'aujourd'hui, on prétexte autre chose. Et donc, l'opinion retiendra que c'est une manipulation tout simplement qui n'a pas sa raison d'être. Voilà. Je rappelle que nous sommes en studio bleu de RTGA. Vous nous suivez à la fois à la radio et à la télévision. Si vous voulez participer à l'émission, vous qui êtes à la télé, le numéro est justement affiché au bas de vos petits écrans. Et à la radio, vous pouvez nous écrire au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS, vos messages seront bientôt lus. Dieudonné Mouchagaloussa, en 2025 prochain, Tshisekedi va mettre sur pied une commission qui devra justement statuer sur cette question de changement ou de révision de la Constitution. La société civile sera sans nul doute conviée à ces travaux. Est-ce que vous y prendrez part, si jamais on vous invite? Oui, merci beaucoup Moses. Je voudrais saluer une fois de plus les éléments de Richard Pinda que je connais très bien et je connais tous les communicateurs de l'IDPS. Lorsqu'on les déploie, lorsqu'on déploie quelqu'un comme Kabasele, que je connais bien, que j'en profite pour saluer, il faut effectivement savoir que l'IDPS est visiblement, il fut vos compagnons de lutte lorsque vous militiez dans les actions sur des terrains. Et évidemment, lorsque les actions convergent pour le bien de la population, il est toujours possible de se rencontrer. Donc, ce qui est intéressant dans cette émission, Moses, je ne sais pas si vous l'avez bien retenu, comme moi, et les téléspectateurs et les auditeurs ont finalement compris les mobiles du changement de la Constitution. Et Maître Richard vient de le dire, il s'agit de la question liée au glissement au mandat. Puisque toute la communication se trouve dans les détails. On comprend donc désormais, et ce qui est effectivement notre inquiétude, que le chef de l'État, comme on parle, qu'il ne s'agit pas du troisième mandat, mais il s'agit de la manière, puisqu'il tire ça comme référence, il parle déjà qu'il y a une jurisprudence. Donc, et ils vont trouver une manière de passer effectivement par les changements de cette constitution pour briser, pour couper le deuxième mandat, et finalement, au lieu de parler du troisième mandat, on parlera du premier mandat du septennat. Et donc, voilà où se trouve le piège. Et je suis très ravi que Richard... Tshisekedi l'avait dit, le poste dans la République. Il avait dit, nul n'est son intention de faire un troisième mandat. Effectivement, ça ne sera pas un troisième mandat, ça sera un premier mandat de la 4e République. Et comme il s'agissera du premier mandat de la 4e République, et donc on va prendre les 10 ans qu'il aura consommé ou les 7 ans, parce que avec cette approche, probablement que les élections n'auront pas lieu en 2028. C'est clair et net que si on va dans ce chemin du changement de la Constitution, les élections n'auront pas lieu en 2028. Ça, je confirme, et c'est ce qui sera vrai. Et donc, il fera un premier mandat, ce qui va accumuler le nombre d'années au lieu de 10 ans. Donc, on va passer au-delà des 10 ans. Et lui-même vient de le dire. Donc, vous avez compris, et j'en vous félicite pour l'avoir fait tirer ça dans... Donc, on comprend désormais les mobiles que c'est ça, effectivement, la question du mandat. Et donc, et nous, comme acteurs de la société civile, nous nous inquiétons beaucoup plus. Yves l'a bien dit, est-ce que c'est le moment où le pays est en partition, entre guillemets, où il y a une partie qui échappe au contrôle du gouvernement central? Pour nous, acteurs de la société civile, nous pensons que la première mission serait que les chefs de l'État puissent réunir tous les Congolais pour réfléchir comment mettre fin à la guerre. Puisque c'est ça d'abord la priorité des priorités. Il n'y a aucun Congolais, nous sommes comme les doigts sur une main. Donc lorsqu'un doigt est affecté,
tous les autres sont concernés. Est-ce que c'est le moment, mes chers frères et sœurs, mon frère maître que je respecte beaucoup, et vous le savez bien, mon collègue Yves ici, est-ce que c'est le moment de créer un débat qui va diviser la nation, un débat au lieu d'unir les forces que nous avons, les ressources humaines que nous avons, autour d'un idéal, autour de la stabilité, autour de la restauration de l'intégrité territoriale, mais on va jeter dans l'opinion un débat qui va diviser. Non, mais non, est-ce que les explications données par le président de la République et son parti l'UDPS ne vous convainquent toujours pas? Non, ils ont soulevé notamment les lacunes que recèle cette constitution. Non, j'aimerais laisser tout le reste des montants à Maître Richard pour qu'au lieu de nous donner des appréhensions, qui nous donnent des éléments clairs, quels sont quel est le mal, si je peux dire ainsi, ou quels sont les éléments néfastes, quels sont les dégâts que cette constitution a déjà causés à la République. Qu'on nous donne un seul élément ou deux éléments pour dire non, nous voulons changer cette constitution parce qu'elle n'a pas permis au chef de l'État de faire 1, 2, 3, 4. Nous voulons changer cette constitution parce qu'elle a causé plus du mal à l'ensemble de la population congolaise que du bien. Nous voulons changer cette constitution parce qu'il y a 1, 2, 3 qu'on observe. Il n'y en a pas. Mais ils ont toujours donné des arguments. Ils appuient même. Ils donnent leur motivation de par des articles, certains articles de la Constitution, notamment 217. Il y a l'article 74, je crois, qui détermine des modalités de désignation du Premier ministre, et tout cela, la durée que prend même la désignation du Premier ministre. Non, vous voyez, ils ont déjà changé. Je suis en train de suivre très bien la communication de l'IDP, c'est ce qui soutiennent ça. Ils sont en train de changer. Parce que tous les éléments qu'on évoquait avant, ce sont des appréhensions. Donc, on faisait des perceptions. Donc, on accusait à la Constitution des éléments pour lesquels on n'a pas de preuves. Parmi tous les éléments, j'ai dit que je peux laisser tout mon temps à Maître Richard, qu'on nous donne un seul élément qui tire le mal, un élément négatif qui a été causé par la Constitution. Je ne sais pas si je me fais comprendre facilement. Ouais. Donc, on fait seulement des appréhensions. La Constitution prévoit de céder la souveraineté. Quand est-ce que la Constitution a déjà cédé la souveraineté dans ces pays? Lorsqu'on est parti adhérer à l'EAC, lorsqu'on va sur les trucs des corridors de l'Obito, lorsqu'on fait ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est la Constitution qui permet tout ça? Non, mon frère Moses. Donc, quand on parle de la nomination des gouverneurs, quel est ce gouverneur aujourd'hui qui échappe au contrôle du chef de l'État ou bien de l'Union sacrée? Lesquels? Dis-moi. Non. Il ne faut pas il ne faut pas voir les Congolais comme s'ils ne réfléchissent pas. Donc, tous les éléments qui ont été évoqués par ceux qui soutiennent le changement de la Constitution, ils se sont rendus compte que tous les éléments-là sont des appréhensions. Je ne veux pas utiliser le mot le plus fort, par respect. Donc ce sont des appréhensions, ce sont des accusations, ce sont des subterfuges. Donc ce sont des éléments qui ne tiennent pas debout. Lorsqu'on parle de la nomination des gouverneurs non originaires, je peux vous dire qu'il y a un gouverneur non originaire parmi les 26 aujourd'hui. Dans les Haut-Ouélé, on a Bakoumito, il n'est pas originaire de cette province, il est originaire de Bas-Ouélé, mais il dirige. Mon frère, je voulais rassurer Maître Richard que s'il veut aller postuler au Sud Kivu, je suis du Sud Kivu, je vais l'accompagner et je vais battre campagne pour lui à 100%, plus que même mon petit frère du village. Et donc, les éléments qu'on a évoqués sont des éléments fallacieux, des subterfuges, des échappatoires. J'ai toujours demandé à ceux qu'on nous donne seulement 1, 2, 3, 4 éléments qui font du mal au pays, mais qui sont consacrés dans la Constitution. Il n'y en a pas, ce sont des appréhensions. Alors, Dédodom Chagaloussa, j'allais vous poser cette question. Vous savez, l'Église catholique avait promis de mobiliser ses structures citoyennes, notamment le CLC, les communautés laïques de coordination, dont nous avons encore des souvenirs lors de la législature de Kabila concernant les actions de terrain, mobiliser ces structures citoyennes pour justement faire barrage à Félix Tshisekedi si jamais il s'obstinait à réviser la Constitution. Est-ce que vous aussi de la société civile, si bien que l'Église aussi est de la société civile, votre structure compte aussi s'en découdre avec le régime à cause de cette initiative? Effectivement, Moses, je viens de le dire, peut-être je n'ai pas été explicite. Pourquoi on veut créer un débat qui va diviser la nation au lieu de faire la cohésion nationale? Parce que moi, je prends maintenant la casquette des défenseurs des droits de l'homme. Nous savons comment est-ce qu'on fait la répression de ceux qui font des marches. Comment est-ce que les régimes, généralement, surtout avec le système de l'intolérance,
Et aujourd'hui, comme ils sont effectivement décidés à vouloir passer au changement de la Constitution, donc tout Congolais, heureusement que nous sommes bien cultivés, nous avons déjà dépassé ce niveau-là. Donc il y a ce qu'il faut considérer que les gens qui battront campagne contre les changements de la Constitution, on risque de les considérer comme des ennemis, comme des gens qui sont contre la volonté du président de la République. Or, nous savons très bien, lorsqu'on vous caricature comme si vous êtes contre la volonté du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous êtes traité comme ennemi. Et nous savons qu'il y a des partis politiques qui sont habitués à la violence dans ces pays, qui vont casser. Nous savons comment est-ce qu'il y a certains éléments incontrôlés de la police. À l'opposition, bien sûr. Que ce soit à l'opposition ou à la majorité, mais nous savons, et vous le savez, qu'il y a des partis politiques qui ont une culture terrible de l'intolérance. Vous savez qu'il y a des éléments de la police qui souvent sont incontrôlés. Et lorsqu'on va faire ces marches-là, ça va faire des conséquences. Est-ce qu'on a besoin d'y arriver pour le moment? Mais aussi, ceux qui vont mobiliser contre les changements de la Constitution, ils vont considérer, et d'ailleurs, mon frère, il venait de le dire, ceux qui veulent les changements de la Constitution comme des traîtres à la nation, et on dit déjà qu'on va initier des procès pour les uns ou pour les autres. Donc, vous voyez là où on nous amène, et moi, comme acteur de la société civile, je ne peux que tirer la sonnette d'alarme pour dire non, les chemins dans lesquels ou sur lesquels on va nous amener, c'est un chemin périlé, c'est un chemin dangereux, et qu'il est important que ce qui concerne le président de la République, et je suis convaincu qu'il est possible de le faire, d'épuiser dans sa sagesse pour mettre d'abord cette question au frigo pour que ça ne puisse pas briser le pays. Et surtout qu'il faut, je me pose la question, ce qui concerne le président de la République, est-ce qu'ils sont en train de lui montrer pour le moment comment est-ce que son nom est en train d'être charcuté dans l'opinion? Comment est-ce que le respect qu'on avait auprès du président de la République, que nous continuons à avoir, comment est-ce que sa popularité commence à diminuer de plus en plus à cause de cette question-là? Et j'en profite pour faire un petit raccordement de ce que Maître Richard a dit. Là, on fait encore, on rentre ici les questions. Le président de la République a été élu avec 73%, mais de quel chiffre? Le président de la République n'a pas été élu par 10% de la population congolaise. Il ne faut jamais oublier cela. Ce débat est déjà dépassé. C'est déjà dépassé, mais... Où est-ce que vous nous trouvez encore ces 10% non, qui n'a pas été élu par 10%? Non, on peut Il y a eu combien de participants aux élections? Il y a eu combien de participants aux élections? Non, mais c'était seulement un regard. Merci Dieu de Mouchagal. C'était un regard pour permettre... Non, Moses, permettez une seconde. En un mot. Pour permettre... Encore un autre élément pour vous satisfaire. Un autre élément pour vous satisfaire. Calmez-vous, Maître Mpinda, la parole doit tourner, s'il vous plaît. Vous n'allez pas prendre en otage. Vous aviez posé la... Excusez-moi, donnez-moi 3 secondes. Non, vous n'avez pas la parole. Allez-y, vous chutez rapidement. Oui, je chute. C'est pour permettre au service, à ceux qui conseillent le président de la République, pour savoir qu'il y a une grande partie de la masse qui n'avait pas participé et qui est encore en ébullition. Et si on essaie d'aller, ça risque de créer encore des choses, des tensions terribles qu'on ne va pas être à mesure de maîtriser dans ce pays. Et donc, il est important que nous avons tiré une sonnette d'alarme, et surtout que, comme nous venons de le dire, est-ce que les chefs de l'État, n'oublions toujours pas, moi je l'ai toujours dit, et j'ai beaucoup de respect, de considération, étant donné qu'il est le fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, et la famille Tshisekedi Wamulumba n'est pas n'importe quelle famille dans ces pays, c'est une famille, c'est le nom qu'on devrait continuer à enseigner aux générations à venir. Mais si par malheur il va sur ce chemin-là, et donc il va participer à la balkanisation du pays, à la partition, parce que ceux qui sont de ce côté-là ne se prononceront pas. Est-ce qu'on a intérêt de jeter les noms? Vous n'avez plus la parole, Maître. Merci. Est-ce qu'on a intérêt de jeter les noms de Tshisekedi dans les pâtures? S'il vous plaît, Dieudonné Mouchagaloussa. Vous comprenez que nous tendons déjà vers la fin de cette émission. On saura donc prendre notre deuxième thématique, faute des temps. C'est un sujet qui nécessite suffisamment de temps pour en parler. Nous avons annoncé ici de parler de deux opérations lancées par les ministres d'État en charge de la justice et le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Jacquemin Chabani. Je cite notamment les opérations Zéro Okuluna et Ndobo lancées pour lutter justement contre la criminalité urbaine. On en parlera demain, donc on les met au frigo. Alors, nous prenons le temps pour lire les messages, mais bien avant, je donne la parole à Yves Badioko de décider. Votre leader, Martin Fayoulou, s'inspire de la chute de Bachar al-Assad, le président syrien qui venait d'être chassé au pouvoir. Qu'est-ce qu'il insinue lorsqu'il aborde
lorsqu'il fait ce parallélisme. Que veut-il dire, justement? On n'insigne rien. Les choses sont évidentes. Ceux qui veulent se maintenir au pouvoir contre la volonté de la population, contre la volonté des textes des lois de la République, ont tous une fin tragique. Avant d'en aller un peu plus loin, à aucun moment Fayoulou ou nous n'avons demandé le changement de la Constitution. À aucun moment de notre vie politique. Nous avions dit plutôt que nous allions décréter la révision de 2011 comme étant une révision intempestive. C'est-à-dire intempestive pour revenir aux deux tours. On allait simplement annuler cette révision et revenir à la Constitution originelle, et ça allait nous permettre de continuer le cours normal de la République. Donc à aucun moment nous n'avons défendu ou soutenu la révision de la Constitution. Mais vous entendez, Maître Pinda est en difficulté d'expliquer le pourquoi de l'intérêt du changement de la Constitution. Il faut qu'ils soient en mesure de nous dire, voilà, si on change la Constitution, voilà les éléments qui changent automatiquement. Voilà le vécu de la population, comment elle s'améliore. Voilà l'intégrité territoriale, comment elle est refaite, parce que nous avons changé la Constitution. Et il a dit qu'il y a nécessité de changer la forme de l'État, le type de régime politique. Oui, mais on fait ça pourquoi? Quel est l'impact, quelle est l'implication directe sur les vécus quotidiens de la population? La réponse est claire, c'est qu'il n'y en a pas. C'est pourquoi ils ont du mal à trouver des arguments. Vous avez entendu Maître Pinda s'apaisantir sur le fait qu'en 2016, nous avions tous, là ils nous mettent tous dans le même paquet, violé la Constitution en acceptant un glissement de 2 années. Mais je voudrais rappeler à Maître Pinda qu'ils ont fourni 2 premiers ministres pendant cette période. Ils ont co-géré la République. Ça n'exclut pas que nous ayons violé. Ils sont responsables, ils seraient donc plus responsables que nous. Parce qu'ils auraient refusé d'envoyer des premiers ministres, on aurait pu trouver une solution alternative à cette co-gestion des 2 ans qui nous a pris. Mais qu'est-ce que nous avons priorisé? Nous avons priorisé l'existence et l'existence de la République. Nous avons dit, voilà, nous pouvons nous dépasser. M. Kabila peut rester là. Le pays va continuer d'exister pour qu'en 2018, nous ayons des bonnes élections. Malheureusement, nous avons eu des élections qui ont été sabordées. Je voudrais poser la question à Maître Pinda. Qu'est-ce que ça nous a apporté, la révision constitutionnelle en 2011? Je le rappelle, et ça m'est peine d'être en face des amis de l'UDPS qui sont battus à notre côté, qui sont battus avec la population pour le respect de la Constitution, qui soient aujourd'hui les fossoyeurs de cette Constitution. À un moment donné, ça nous peine. Je voudrais bien que Maître Pinda me dise qu'est-ce que nous avons gagné en 2011 avec cette révision de la Constitution. Nous n'avons rien gagné. La raison en 2011, c'était que les élections coûtaient extrêmement cher, qu'il fallait réduire à un tour pour permettre à ce que la République fasse des économies. En 2011, les élections ont coûté entre 600 et 800 millions de dollars. En 2023, le simulacre d'élection a coûté 1,3 milliard de dollars. 1,4, vous dites. Et encore que ce n'est pas fini parce que aujourd'hui il y a des élections qui continuent dans le Maïndombe, si je ne m'abuse, et dans une autre région du côté de l'Équateur. Donc, les coûts des élections vont encore augmenter. Donc, on n'a pas résolu un problème. Cette révision de 2011 n'a pas aidé la population, n'a pas aidé la République à aller de l'avant. Moi, j'entends quelquefois certaines raisons en disant le débat sur la souveraineté, je crois qu'ils l'ont perdu. Ils n'ont plus d'arguments pour justifier qu'on va balkaniser à cause de la perte de souveraineté. Ils sont allés dans les articles 51 qu'ils ont mal définis. Ils vous demandent est-ce qu'il y a des tribus minoritaires? La réponse est non, il n'y a pas de tribus minoritaires ni des tribus majoritaires. Mais la minorité dont parle l'article 51 de la Constitution n'est pas celle-là. Les albinos, c'est une minorité dans notre population. Les pygmées, c'est une minorité dans la population. Et c'est cela dont on parle, et c'est cela qu'il faut protéger. Donc, ils ont tenté, c'est comme j'ai dit, maladroitement, parce que la discussion avait été menée par quelqu'un qui était totalement étrangère à la question constitutionnelle, M. Kabouya, qui était totalement étranger. Il a mené la discussion sur les questions. Il a voulu la mener juridiquement, et ils ont perdu cette bataille. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autres arguments qui mettent sur la table. Mais moi, je veux vous montrer un peu la contradiction dans les chefs de M. Tshisekedi. M. Tshisekedi a dit que ce n'est pas une question importante pour le moment. Mais il met quand même la question sur le débat. Il dit qu'il va mettre en place une commission en 2025 pour réfléchir. Mais à Isiro, il dit que personne ne changera son avis. Mais quel est son avis? Il se positionne sur quoi? Vous avez dit tantôt ici qu'il y avait des membres du gouvernement qui adhéraient à cette
procédure. Mais ils adhèrent à quoi? Parce que Maître Pinda n'a pas encore commencé les réflexions. Il a été nommé pour réfléchir, pour savoir est-ce que c'est opportun ou c'est inopportun. Est-ce qu'il faut aboutir à un changement ou à une modification? Les autres, ils adhèrent à quoi? Yves Badjoko, vous savez, je veux vous rappeler ici que Montesquieu a dit dans son ouvrage de l'esprit de loi que l'homme politique est malléable, versatile, et voilà. Donc rien n'est rassuré que vous décidez. Si jamais une fois vous accédez à la magistrature suprême, vous ne ferez pas ce qu'a fait l'UDPS. Est-ce que vous vous souvenez-vous encore de discours qu'Étienne Tshisekedi contre Kabila? Et donc, visiblement, c'est la politique à la congolaise. Et alors, vous posez la question à la mauvaise personne, il faut poser la question à Maître Pinda. Et non, là, vous allez parce que vous nous faites des procès d'intention. Je relève justement cet acharnement de votre part, vous l'opposition, contre Félix Tshisekedi. Et ben voilà. Mais vous avez 30 minutes. Vous savez, nos contradicteurs soutiennent toujours le fait que on aurait été dribblé par Martin Fayulu de ne pas aller aux élections. Mais est-ce que Martin Fayulu peut m'empêcher, moi, d'aller à une élection? Il ferait quoi pour m'empêcher d'aller à une élection? Nous avons décidé de ne pas aller à une élection. Nous avons décidé de mettre nos ambitions politiques au frigo pour que la République se porte mieux demain. Nous avons décidé. Le problème, c'est que vous n'avez jamais fait face à des hommes tels que Martin Fayulu. Vous n'avez jamais fait face à des hommes tels que Yves Badjoko. Vous n'avez jamais fait face à des hommes comme Devos Kitoko, à des dames comme Mama Chantal Mobondi, comme stratège Ndalingo. Donc, il y a qu'à décider où il y a des oiseaux rares qui... il faut croire. Aujourd'hui, tout le monde a géré la République, à l'exception de nous. Il faut croire qu'aujourd'hui, il faut donner nous le méritons effectivement, de prendre cette responsabilité, de conduire cette République là où elle doit être et non pas dans des débats aujourd'hui qui nous perdent de temps. Je vous dis que Boutembo aujourd'hui est sous menace du M23. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des questions pour résoudre ces questions, pour résoudre ces problèmes, mais nous sommes là à parler du changement ou de la révision de la Merci Badjoko, je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la jeunesse de l'ECD de Martin Fayulu. On va maintenant lire les Congolaises et Congolais qui nous suivent en ces moments. Bonsoir. Voilà. Bonsoir RTGA. Leurs candidats ont échoué à la présidentielle. Voilà. Il dit au présidentiel de 2018 et 2023. Ils ont été incapables de mobiliser 50 personnes, descendre dans la rue, prouver leur soi-disant victoire. De la même manière, ils ne sauront mobiliser le peuple contre le changement de la Constitution. La vraie opposition est au pouvoir. Il y a plus d'opposition, voulait-il dire, malgré le soutien des opposants en robe. Bonjour, mon émission. Pour l'éventuel changement de la Constitution, je qualifie cette démarche d'un coup d'État, c'est faire preuve de la mauvaise foi et des manques d'arguments, car le tout se passera dans la transparence la plus totale. Et félicitations au président de la République qui a lancé le débat, attendant les conclusions de la commission qui sera instituée à cet effet. Fayulu et Katumbi vont une fois de plus rater les rendez-vous avec l'histoire. Le peuple congolais n'est pas naïf. Message de Guy Bumbu à Massina. Bonjour, en débrief, c'est Francis depuis la commune d'Ngaliema. L'UDPS a lamentablement échoué dans la gestion du pays. C'est pour cela qu'ils veulent à tout prix toucher à la Constitution pour s'éterniser frauduleusement au pouvoir, sachant qu'ils n'ont pas un dauphin valable pour les élections de 2028. Ça, c'est une question intéressante. Non, Maître Pindela, il va... Vous n'avez pas. Oui. C'est un faux débat. Dauphin, cette histoire de dauphin. C'est un faux débat. Je peux remplacer Tshisekedi, c'est un faux débat. C'est Serato, s'il faut parler. C'est un faux débat. Je peux remplacer Tshisekedi. À l'UDPS, au moins, on s'exprime. Je peux le remplacer, ne vous en faites pas. Je peux le remplacer à une pourquoi pas en 2028? Je peux le remplacer à cette fonction-là. En 2028 Mais pourquoi pas? Il faudrait que nous allions au Congrès et le Congrès va se décider. Et je profite de ce temps de parole que vous m'aviez accordé. Non, je ne vous ai pas accordé. C'était juste un petit commentaire. Nous sommes en train de lire les auditeurs et téléspectateurs. Bonjour, mon émission. C'est Joseph Philibert Ngaba. Depuis Mobutu, ceux qui sont à la mangeoire n'ont jamais dit non. Qu'est-ce que Kabila n'avait pas donné à ceux qui applaudissent l'actuel régime? Demain, ils suivront qui? Voilà ce qui se passe au Parlement. Quelle honte pour l'homme politique congolais. Bonsoir. Ma radio, ceux qui croient à l'UDPS, voulait-il dire, sont des naïfs, car à l'UDPS, la vérité n'existe pas. Le principe n'existe pas aussi. L'UDPS
est pire que les impairs et représente un danger pour la nation. Message non signé. Général, voilà. Non, il dit bonjour. Non, il a confondu. Ce n'est pas l'émission à laquelle vous faites allusion. Salut Moses, nous le peuple, nous attendons le changement de notre vie quotidienne et non les changements de la Constitution. La vie est devenue très difficile, mais Bozo qui pétait. Où est passé l'argent de RAM? Message d'ingénieur Adrino Mozuku depuis Tchangou. Bonsoir Moses, Fayulu, Katumbi, Kabila, Mbongo et surtout Rwanda à travers son ministère des Affaires étrangères. Alors poser la question à Mshagalusa, ils portent le même langage avec le Rwanda. De quel peuple ils parlent? Du Rwanda ou bien des Congolais? Parce que moi je ne suis pas de son côté. C'est Docteur Merveille Kalombo Amongafula. Comment vous lui répondez, Dieudonné Mshagalusa? J'ai déjà répondu à cette question. Nous devons avoir honte, nous les Congolais, de faire porter nos malheurs et tout ce que nous avons comme incapacité, comme incompétence, tout ce qu'il y a dans ces pays pour dire que c'est les Rwandais. Les Rwandais, c'est un petit pays. J'ai toujours dit et j'en profite pour demander à tous ceux qui peuvent approcher les chefs de l'État pourquoi on utilise les Rwandais. Pourquoi on ne peut pas utiliser la RDC pour la région de l'Afrique centrale? Donc, on doit arrêter ce débat de rwandaliser tout ce qui peut dire un mauvais et langage contraire à ceux qui nous dirigent. Bonjour RTGA. Le peuple congolais conscient et vrai patriote n'a pas besoin de changer la constitution aujourd'hui, mais de changer les hommes incompétents et qui veulent rester en vie, qui veulent rester à vie, voulez dire au pouvoir. Le peuple va le barrer cette fois-ci, la route. Jacques à Le Pen. On va lire déjà quelques derniers messages. Bonjour en débrief. C'est décevant de voir le régime Tshilé-Gelou mobiliser toutes les énergies pour le changement de la Constitution en oubliant les priorités du peuple congolais. Dans la période allant entre la mise en place de la commission du changement de la Constitution et la nouvelle Constitution de la RDC sera gérée par quelle loi et par qui? C'est lui aura la légitimité de quel soubassement juridique? Message de Nour Bin Anour depuis Kinshasa. Bonjour en débrief. Demande à Maître Mpinda de l'UDPS où sont passées les promesses de la campagne aujourd'hui, quelques mois après les élections. Tout doit changer. Un long message de Jean-Jacques Massoumo depuis Massina Quartier 3 que j'ai écourté. On va peut-être prendre ces messages aussi. Bon, Monsieur Félix, il dit des opposants. Bonjour en débrief, félicitations à Maître Mpinda pour ses analyses claires. Les opposants ne savent même pas ce qu'ils veulent. Bonjour, ma radio, je constate qu'il y a des contradictions au sein de l'Union Sacrée car Jean-Pierre Bemba parle de la révision et le monsieur de l'Union Sacrée sur votre plateau parle du changement de la Constitution. Voilà comment est-ce que leur désordre est partout. On parle de la liberté des pensées, la liberté d'opinion. Bonjour ma radio, dernier message. Une question directe à nos amis de l'UDPS. Est-ce que le président de la République s'est déjà considéré comme président de la RDC pour changer la Constitution? Car à son entrée au pouvoir, il avait affirmé avec amour du pays qu'il se sentirait président les jours où la tuerie prendra fin à l'est du pays. Une réponse s'il vous plaît. Comment vous répondez cet auditeur, Maître Mpinda en termes déjà l'émission? Faites le même exercice. Laissez-moi parler pour vous laisser aussi les temps. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. C'est la conclusion en un mot. Lorsque vous dites en un mot, oui. Vous ne me laisserez pas la latitude allez-y déjà, de ramasser tout ce il n'y a plus été le temps. Nous sommes déjà de l'autre côté. En un mot, je voudrais que l'opinion retienne une chose. Je l'ai dit tout à l'heure que l'exercice de la démocratie, c'est ce que font les autres en se réunissant éventuellement pour convaincre sur la question du changement ou pas du tout. Et ici, l'opinion retiendra que la nécessité est là. Il me serait permis de démontrer, parce que mon aîné Mshagalusa est revenu là-dessus, parce qu'il dit que le président n'a pas été voté par le 10% de population, ainsi de suite. Merci, c'est qui appelle à la révision la réalisation de la me signale que nous sommes. Je désactive votre micro, Maître Mpinda. Vous n'avez plus la parole. Rapidement, en un mot, vous concluez. En un mot seulement. Il y a un de vos auditeurs qui a dit que nous ne savons pas ce qu'ils voulons. Si, nous savons ce que nous voulons. Nous l'avons dit et nous le répétons. Il n'y aura ni changement, ni révision de constitution. Merci. M. Tshisekedi a obtenu son deuxième mandat grâce à un simulacre d'élection. Merci. Tant bien pour lui
qu'ils le finissent et Merci. qu'ils partent. Dieudonné Mouchagaloussa, en un mot. En un mot, l'argent qu'on va utiliser pour le référendum, pour le changement de la constitution, on peut utiliser cet argent pour essayer de payer bien les médecins, les enseignants avec ce qu'il y a comme grève. Et surtout que cet argent n'est pas prévu dans les budgets. La commission va fonctionner sur quelle base? Donc on comprend qu'on va fonctionner l'argent quelque part. Et donc au lieu de mettre cet argent pour les biens sociaux, de la même manière, merci, vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Ainsi se referme complètement on débrief de ce lundi 9 décembre réalisé par Ngos Masela, Fiestambo, Florian Massamba et Guillaume Kakwende ainsi que David Bachera qui était derrière les caméras. Simon Kabamba et Henri Bondo en avaient assuré la coordination et la supervision. Christian Moses Masson qui vous l'avez présenté. Émission à suivre tout à l'heure à 22h30 en rediffusion à la radio bien sûr. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre émission. À très vite. Jusqu'à 17h, on